Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte, Fight Club, film de David Fincher, avec Brad Pitt et Edward Norton en star. C'est parti mon kiki. Alors, Fight Club est un film américain de David Fincher, sorti en 1999, et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, publié en 1996. Le narrateur est un homme qui, trouvant peu de satisfaction dans son activité professionnelle et sa vie en général, crée avec l'énigmatique Tyler Durden, un personnage anticonformiste, un club de combat clandestin permettant à ses membres d'évacuer le mal-être par la violence. Le film a pour interprètes principaux Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Les droits du roman de Palahniuk sont achetés par la 20th Century Fox et Fincher est engagé comme réalisateur en raison de son enthousiasme pour le projet. Il collabore étroitement avec le scénariste Jim Hughes pour l'écriture du scénario et voit le film comme une métaphore du conflit existant entre une partie des adultes de la génération X et les valeurs véhiculées par la société de consommation. Il délivre un message volontairement ambigu, laissant au spectateur le soin de l'interpréter. Il inclut également des éléments présents dans le roman, pouvant provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et détourner son attention du retournement final dont bénéficie le film. Avec sa sortie, Fight Club est un échec commercial aux États-Unis, mais réalise de meilleures recettes au niveau international. Il reçoit des critiques très contrastées de la plupart de la presse, qui se déchire à son sujet en raison des multiples interprétations pouvant être faites et demeure l'un des films les plus controversés des années 90. Cependant, le succès commercial vient lors de la sortie en DVD. Il est considéré depuis comme un film culte. Le film commence par un saut en avant montrant le personnage principal à qui on a enfoncé un pistolet dans la bouche et dont on entend la voix en monologue intérieur, qui se remémore comment il en est arrivé là. Le narrateur est un technicien de rappel en usine de voitures défectueuses pour une grande marque. Trentenaire célibataire, délusionné par la vie et anédonique, il souffre d'insomnie chronique et cherche un moyen de s'évader de son existence monotone. Refusant de l'assister par médication, son médecin lui suggère de participer à des groupes de parole centrés sur divers troubles maladies, de façon à relativiser son état de souffrance. Le narrateur rejoint donc un groupe de victimes du cancer des testicules et s'aperçoit que se faire passer pour une victime lui permet de se sentir en vie et de soigner son insomnie. Il y prend goût et décide d'intégrer d'autres groupes d'entraide. Il remarque bientôt une femme, Marla Singer, qui participe comme lui à tous les groupes. Incommodé par la présence d'un autre imposteur, il négocie avec elle pour qu'ils se répartissent les différentes séances hebdomadaires. C'est alors qu'il fait la connaissance de Tyler Durden en revenant d'un voyage d'affaires. C'est un charismatique vendeur de savon qui lui laisse sa carte de visite. De retour chez lui, le narrateur découvre que son appartement a été détruit par une explosion. Il décide de téléphoner à Tyler et les deux hommes se rencontrent dans le bar Lou's Tavern. Leur discussion sur le consumérisme américain amène le narrateur à se faire inviter chez Tyler pour y passer la nuit. En sortant du bar, ce dernier lui propose de le frapper. D'abord hésitant, le narrateur se décide à lui donner un coup de poing. Il s'ensuit une bagarre entre eux qu'il trouve particulièrement vivifiante. Puis Tyler l'emmène dans une maison délabrée où il vit et où le narrateur pourra rapidement s'écarter. Les jours suivants, les deux hommes prennent l'habitude de se battre derrière le bar, ce qui finit par attirer l'attention de quelques clients qui demandent à y participer. Tyler et le narrateur décident alors de former le Fight Club, un cercle exclusivement composé d'hommes, axé autour de combats ultra-violents se déroulant dans le sous-sol du bar.
Peu à peu, le narrateur découvre une nouvelle façon de vivre et de voir les choses. Tyler le pousse à s'affranchir des règles sociales, ce qui a d'emblée des conséquences sur son travail. Mais il s'en moque car il a pris le goût au Fight Club et à la relation rédemptrice. Par contre, il n'apprécie pas que Tyler commence à une relation avec Marla Singer et celui-ci l'emmène à considérer le bien fondé de leur action. Il s'inquiète notamment de la dernière trouvaille de Tyler, le mystérieux projet Chaos, qui amène les membres du Fight Club à se transformer en une milice dont le but reste peu clair. Il reproche à Tyler de le tenir à l'écart et décide d'arrêter le projet lorsqu'une opération de sabotage provoque la mort de l'un des membres, Bob, un ami du narrateur rencontré lors d'une réunion de cancéreux des testicules. Tyler étant soudain disparu, le narrateur suit ses traces à travers le pays et découvre avec horreur que Tyler n'existe que dans sa tête. Il est en effet victime d'un dédoublement de personnalité. Embarqué dans ce dialogue avec son autre lui-même, dans lequel il ne se reconnaît plus, il tente de discuter des actions de Tyler, car le projet a pour but de détruire des immeubles hébergeant des sociétés financières, effaçant ainsi toute trace des données bancaires du pays. Se rendant à la justice pour se dénoncer, le narrateur découvre avec stupeur que son organisation a infiltré les lieux. Il parvient de justesse à s'échapper du commissariat et se rend dans un immeuble piégé, mais Tyler apparaît pour l'empêcher de désamorcer les explosifs. Il commence à se battre dans le parking de l'immeuble. La scène est filmée par des caméras de surveillance et on découvre sur les images que le narrateur se bat tout seul contre lui-même. Dans son esprit, c'est Tyler qui l'emporte finalement. À son réveil, le narrateur est assis dans un fauteuil au dernier étage d'un bâtiment, d'où lui et Tyler pourront admirer l'explosion des différents immeubles piégés. Le narrateur tente alors une dernière fois de raisonner Tyler, mais celui-ci dénigre ses suppliques avec mépris. Le film reprend la scène du début où le protagoniste a le canon du pistolet dans la bouche. Tyler lui reproche de s'obstiner à défendre une société ingrate et dérisoire. Soudain, le narrateur a une idée, il s'aperçoit que l'arme que Tyler est en réalité dans sa propre main, puis la place dans sa bouche avant de faire feu, imaginant que c'est Tyler qui se tire lui-même une balle dans la tête. L'effet est immédiat, Tyler disparaît définitivement. L'instant d'après, il est rejoint par ses hommes de main qui amènent Marla enlevée sur les os de Tyler. Le narrateur leur demande de les laisser seuls. C'est alors que les bombes dissimulées dans les immeubles voisins explosent, faisant s'écrouler les bâtiments, tous deux observant la scène en silence, main dans la main. En silence non, parce que c'est avec le magnifique morceau des Pixies Where is my mind qui accompagne cette scène et qui est carrément une scène mythique. Donc le film a pour titre original et français Fight Club. David Fincher à la réalisation. La musique des Dust Brothers. Chris Gorak en direction artistique. Alex McDowell au décor. Michael Kaplan en costume. Jeff Cronenweth au montage. James Haygood au montage, Jeff Cronenweth à la photographie. La société de distribution, c'est Fox 2000 Pictures et Regency Enterprise. Pour un budget de 63 millions de dollars. Il est tourné en couleur 35 mm, format 2/35e, son un Dolby Digital. Il dure 139 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 octobre 1999. Il est sorti en tout premier lieu à la Mostra de Venise le 10 septembre 1999 et le 10 novembre 1999 chez nous. Il est classifié R comme restricted aux États-Unis, violence, sexualité et langage, -16 en France, 16+ au Québec. Le roman Fight Club de Chuck Palahniuk est publié en 1996. Avant sa publication, Raymond Giovanni, employé d'Adjoint Fox, découvre le roman et envoie une version préliminaire
au responsable exécutif Kevin McCormick et à Laura Ziskin à la tête de division Fox 2000 Pictures. Kevin McCormick charge un relecteur d'en faire un compte-rendu afin d'étudier le projet d'une adaptation cinématographique. Mais le rapport du relecteur est défavorable. McCormick l'envoie alors aux producteurs Art Linson et Lawrence Bender, qui le refusent à leur tour. Mais les producteurs Joshua Nolan et Ross Grennon Bell y voient du potentiel et expriment leur intérêt pour une adaptation. Ils mettent en place la lecture des scripts et des interprètes pour déterminer la longueur. L'interprétation initiale dure 6 heures. Les producteurs suppriment de nombreuses sections pour réduire cette durée, enlèvent cette deuxième version plus courte pour enregistrer des dialogues. Bell envoie l'enregistrement à Laura Ziskin, qui lui achète les droits du roman à Palahniuk pour $10,000. Ziskin veut d'abord engager Buck Henry pour écrire le scénario, car Fight Club lui fait penser à le lauréat dont Buck Henry a écrit l'adaptation. Mais un nouveau scénariste, Jim Hull, fait pression sur Daniel et Bell pour lui confier la tâche. Les producteurs l'engagent. Bell contacte 4 réalisateurs pour diriger l'adaptation. Peter Jackson est leur premier choix, mais celui-ci est en train de réaliser Fantôme contre Fantôme en Nouvelle-Zélande. Le studio envoie un exemplaire à Brian Singer, qui ne le lit pas. Danny Boyle rencontre Bell et lit le livre, mais déjà un appel sur un autre projet. Et David Fincher, qui a lu le roman et essayé lui-même d'en acheter les droits, est contacté par Ziskin. Il accepte le contrat que lui propose la Century Fox à la suite de la mauvaise expérience qu'il a eue en réalisant Alien 3 pour le même studio. Afin de repartir sur de bonnes bases avec le studio, on rencontre d'abord Ziskin en août 1997. Le studio annonce que Fincher dirigera l'adaptation de Fight Club. Hulse commence à travailler sur une première version du scénario sans narration, en voix off, car cette technique est alors perçue comme éculée. Quand Fincher rejoint le film, il estime qu'une narration serait nécessaire, permettant notamment d'insuffler l'humour, et craignant qu'en son absence le film soit triste et pathétique. Fincher et Hulse travaillent ensemble pendant plus de 6 mois, et à la fin de l'année 1997 terminent une troisième version, avec un récit réorganisé et allégé de quelques éléments. Quand Brad Pitt est engagé, il s'inquiète du fait que son personnage soit trop unidimensionnel. Fincher prend leur conseil autour du réalisateur Cameron Crowe, qui lui suggère de lui donner plus d'ambiguïté au personnage de Tyler Durden. Fincher engage aussi le scénariste Andrew Kevin Walker pour l'aider. Il invite Pete Norton à l'aider à réviser le script, et le groupe rédige 5 versions du scénario en 1 an. Palahniuk fait l'éloge de la fidélisation de l'adaptation à son roman et approuve l'organisation du scénario du film par rapport à celle de son livre. Les scénaristes débattent longtemps du fait d'inclure le retournement final du roman dans le film, se demandant si le public le trouverait crédible. Fincher tranche en faveur de l'inclusion, indiquant que si les spectateurs acceptent tout jusqu'à ce point, ils accepteront aussi ce retournement de situation. Le roman de Palahniuk contient aussi des sous-entendus homo-érotiques que le réalisateur inclut dans le film afin de provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et d'accentuer sa surprise lors des rebondissements du scénario. La scène dans la salle de bain où Tyler Durden prend son main près du narrateur est l'un de ses sous-entendus, tout comme celle où il enfonce le canon du pistolet dans la bouche du narrateur. Cependant, la fameuse réplique « Nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes. Je ne suis pas sûr que notre femme soit la solution à nos problèmes » fait référence à la responsabilité individuelle plutôt qu'à l'homosexualité. À la fin du film, le travail narrateur trouve la rédemption en rejetant le discours de Tyler Durden. Cette fin diverge de celle du roman où il est placé dans une institution psychiatrique. Fincher trouve en effet que le roman est trop entiché du personnage de Tyler Durden et change sa fin pour s'éloigner de lui. Il expliquait « Je voulais que les gens aiment Tyler,
mais je voulais aussi qu'il soit d'accord avec sa disparition. Le producteur Ross Bell rencontre Russell Crowe pour lui proposer le rôle de Tyler Durden. Art Linson, qui se joint tardivement au projet, rencontre un autre candidat, Brad Pitt. Comme Linson est plus expérimenté que Bell, le studio choisit d'engager Pitt au lieu de Crowe. Pitt est à l'époque à la recherche d'un nouveau rôle après l'échec commercial aux États-Unis de Rencontre avec Joe Black. Le studio pense donc que le film aura plus de succès avec une star en tête d'affiche, et Pitt est donc engagé avec un cachet de 17 500 000 $. Pour le rôle du narrateur anonyme, le studio pense d'abord à Matt Damon, puis à Sean Penn. Fincher conseille plutôt d'engager Edward Norton en se basant sur la performance de celui-ci dans Larry Flint. Mais d'autres studios approchent également Norton en lui proposant de tenir le premier rôle dans des films en cours de développement, tels que le talentueux Monsieur Ripley et Man on the Moon. Norton est déjà engagé dans le maître du jeu, mais la production de ce film prend du retard. Fox offre un cachet de 2 500 000 $ pour l'attacher au projet, mais l'acteur ne peut toujours pas accepter immédiatement car il doit tourner dans un film de Paramount Pictures. Il signe donc une obligation contractuelle avec Paramount pour jouer dans l'un de leurs futurs films pour un cachet moins élevé. Ça sera Braquage à l'italienne en 2003. En janvier 1998, 20th Century Fox annonce que Pitt et Norton sont engagés dans le film. Les interprètes préparent leur rôle en tenant des leçons de boxe, de taekwondo, de lutte et de fabrication de savon. Pitt va chez un dentiste afin de se faire enlever des petits bouts de dents devant car son personnage n'a pas des dents parfaites. Ces morceaux sont réimplantés après le tournage du film. Le premier choix de Fincher dans le rôle de Marla Singer est Jane Garofalo qui refuse en raison de son contenu sexuel. Les producteurs examinent les candidatures de Courtney Love et Winona Ryder sans donner suite. Le studio veut alors engager Reese Witherspoon, mais Fincher s'y oppose car elle trouve trop jeune pour le rôle. Elle avait 22 ans au moment de la pré-production. Il choisit d'engager à la place Helena Bonham Carter, au vu de sa prestation dans Les ailes de la colombe en 1997. Le tournage. Les responsables de Fox 2000 Pictures, Laura Ziskin et Bill Mechanic, planifient un budget initial de 23 millions de $, pour financer le film. Mais au début de la production, celui-ci passe à 50 millions de $. La moitié du budget est alors financée par New Regency, mais au cours du budget, le budget prévisionnel monte à 67 millions de $. Arnold Milchan, qui dirige New Regency, demande à Fincher de réduire ses coûts d'au moins 5 millions de $. À la suite du refus du réalisateur, Milchan menace Mechanic de se retirer du financement. Mechanic cherche à rassurer Milchan en lui renvoyant des épreuves de tournage après avoir vu 3 semaines de tournage. Milchan renouvelle le soutien financier de son studio. Le budget final de la production s'élèvera à 63 millions de $. Les scènes de combat sont très chorégraphiées, mais les interprètes y sont priés d'y aller à fond afin d'avoir des effets réalistes comme quand ils sont hors d'haleine. La maquilleuse Julie Pierce, qui a déjà travaillé avec Fincher pour The Game, étudie des matchs de boxe et d'arts martiaux mixtes afin de représenter les blessures des combattants avec précision. Les maquilleurs conçoivent 2 méthodes pour représenter la sueur: pulvériser de l'eau minérale sur une couche de vaseline et utiliser de l'eau pure pour mouiller la sueur. Meatloaf, qui interprète un membre du Fight Club ayant des seins proéminents, conséquence d'un dérèglement hormonal, porte un harnais de 40 kg pour les simuler. Il porte aussi des chaussures à semelles compensées qu'ils grandissent de 20 cm pour être plus grands qu'Edward Norton dans leur scène commune. Pour représenter la condition physique du narrateur qui se dégrade tout au long du film, tandis que celle de Tyler Durden s'améliore, il est décidé très tôt que Norton commencerait à se priver de nourriture dès le début du tournage, tandis que Brad Pitt fera de la musculation et des séances de bronzage, de sorte que Pitt devienne de plus en plus idéalisé à la mesure que Norton dépérit.
Fincher collabore pour la troisième fois avec le directeur de la photographie Jeff Cronenweth, fils de Jordan Cronenweth, qui était le directeur de la photographie de Fincher sur Alien 3, avant de devoir quitter le tournage en raison de sa maladie de Parkinson. Fincher et Cronenweth s'inspirent pour le tournage des styles visuels utilisés par le réalisateur dans Seven et The Game. L'équipe du film utilise aussi des couleurs désaturées pour les costumes, le maquillage et les décors. Ce style sombre a but de faire ressortir la brillance des personnages. Les techniques de post-illumination de traitement sans blanchiment sont utilisées pour modifier l'apparence des images. Fincher et Cronenweth s'inspirent également de l'American Graffiti pour donner un aspect banal aux extérieurs de nuit, tout en incluant simultanément une large palette de couleurs. Le tournage se déroule principalement de nuit. Fincher choisit volontairement des lieux ombragés pour les scènes de jour. Le sous-sol du bar où les combats est éclairé par des lampes peu coûteuses pour produire une lueur en arrière-plan, alors qu'une lumière fluorescente éclaire les prothèses représentant les blessures des combattants. Les scènes précédemment la rencontre du narrateur avec Tyler Durden, 4 images de Tyler sont insérées pour créer un effet subliminal. Le tournage dure 138 jours, s'étalant d'août à décembre 1998. Fincher trouve de plus de 1500 bobines, soit 3 fois plus que pour un film hollywoodien moyen. Les lieux de tournage se situent à Los Angeles et dans ses environs, et les décors ont lieu dans les studios Fox de Century City. Les 2 immeubles détruits à la fin du film sont les Century Plaza Tower, situés à proximité des studios Fox. Le chef décorateur Alec McDowell construit plus de 70 décors. Les décors pour les extérieurs du squat où Durden et Tyler sont construits à San Pedro. Les décors des intérieurs du squat sont soigneusement délabrés pour illustrer le monde déconstruit dans lequel ils vivent. L'appartement Weimar Singer est basé sur des photographies des Rosaline Apartments dans le sud de Los Angeles. Lors du tournage des scènes se déroulant dans cet appartement, dans un quartier malfamé de Los Angeles, Cronenweth doit y être brièvement hospitalisé après avoir été touché à la tête par une bouteille de bière lancée par un résident mécontent. Une production qui inclut au total 300 scènes, 200 lieux de tournage différents et des effets spéciaux complexes. Comparant le tournage de Fight Club à celui bien moins compliqué de son film suivant, Panic Room, Fincher déclarera « J'avais la sensation que je passais tout mon temps à regarder les camions chargés et déchargés afin que je puisse tourner 3 lignes de dialogue. Il y avait trop de déplacements. » Post-production. Kevin Todd Hawke, qui a déjà travaillé avec Fincher pour The Game, est chargé de superviser les effets spéciaux. Il est reparti avec les effets entre différentes compagnies spécialisées dans les domaines différents. Infographie tridimensionnelle, avec les Français de Boeuf par exemple, composition, animation, et coordonne leur travail. Le générique du film est une séquence d'effets visuels durant 90 secondes qui représente l'intérieur du cerveau du narrateur à un niveau microscopique. Elle suit son processus de pensée initié par la peur qu'il ressent. À la société Digital Domain et son superviseur Kevin Mack, qui a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels pour Au-delà de nos rêves en 1998, est chargé de réaliser cette séquence avec Prescott McKella. Une cartographie du cerveau créée par ordinateur est faite à l'aide du L-System. Alors le L-System, en informatique, c'est une théorie. Le L-System, ou système de Lindenmayer, est un système de réécriture en grammaire formelle inventé en 1968 par le biologiste hongrois Aristide Lindenmayer. Un L-System modélise le processus de développement de prolifération des plantes ou des bactéries. D'après les dessins d'un illustrateur médical. Durant la séquence qui va de l'intérieur du cerveau jusqu'à l'extérieur du crâne, on peut voir des rayons, des flux nerveux, des neurones et un follicule pileux. La faible profondeur de champ réalisée avec la technique du lancer de rayons, le ray tracing.
le fameux ray tracing dont on entend parler partout sur les nouvelles cartes Nvidia. La scène où se passe en un éclair dans les rues de la ville pour embrasser le matériel de destruction que le projet KO a caché dans les parkings souterrains est réalisé suivant la technique de la composition en assemblant en 3 dimensions une centaine de photographies de Los Angeles. La scène finale de la destruction des immeubles est réalisée par Richard Bailey du studio Images Savantes qui y travaille pendant 14 mois. Vers la moitié du film, Tyler Durden indique au spectateur un repère de changement de bobine. Cette scène est un tournant qui annonce la rupture à venir et l'inversion de la réalité assez subjective qui existait jusqu'alors. Fisher explique, soudain c'est comme si le projectionniste avait manqué le changement de bobine. Les spectateurs doivent commencer à voir le film d'une façon totalement différente. Le montage du film est réalisé au début de l'année 1999 et Fincher prépare une projection pour les responsables des studios de production. Ces derniers n'aiment pas le film mais redoutent que celui-ci ne trouve pas son public. Le film est quand même programmé pour une sortie en salle fin juillet 1999 et celle-ci est repoussée à l'automne, officiellement en raison de la concurrence d'autres films estivaux et d'une post-production précipitée. Les observateurs extérieurs attribuent cependant ces décisions à la fusillade de Columbine. Le film est dédié à Raymond Bongiovanni et à Paul Scomasella, respectivement découvreurs du roman à l'origine du film et co-réalisateurs du générique, décédés respectivement le 5 juin 1996 et le 7 mai 1999. David Fincher craint que les artistes ayant l'expérience en composition de musique de film soit incapable de relier l'ensemble des thèmes de son film et recherche par conséquent un groupe qui n'a jamais travaillé dans ce domaine. Il pense d'abord à Radiohead avant d'orienter son choix sur le duo de breakbeat de Dust Brothers formé par John King et Mike Simpson. Le duo crée une bonne originale postmoderne incluant des boucles de batterie, des scratchs électroniques et des échantillons créés par ordinateur. Mike Simpson, un des membres du groupe, explique que Fincher voulait que tous les aspects du film soient novateurs, ainsi leur bande originale non traditionnelle a aidé à accomplir cela. La chanson de la scène finale et du générique est Where Is My Mind des Pixies, comme je vous l'ai dit. Les responsables du marketing de 20th Century Fox estiment que le film était principalement destiné à un public masculin en raison de sa violence et que même la présence de Brad Pitt n'attirera pas le public féminin. David Fincher s'oppose à ce que les affiches et les bandes annonces soient centrées sur Pitt et conseille au studio d'engager l'agence de communication Wyden Kennedy pour mettre au point l'image de campagne de promotion. Les responsables de la Fox refusent l'image du savon rose avec le titre inscrit dessus, réalisé par Wyden Kennedy, soit la principale image utilisée pour la promotion. Ils rejettent l'idée de Fincher de faire 2 faux messages publicitaires d'intérêt public, présentés par Pitt et Norton, et financent à la place une campagne de promotion à grande échelle d'un coût de 20 millions de dollars qui met en avant les scènes de combat. Malgré les protestations de Fincher, les spots publicitaires télévisés sont principalement diffusés pendant les émissions de catch de la WWE. Le producteur Arlinson estime que ce marketing unidimensionnel a largement contribué à l'échec commercial du film aux États-Unis. La première du film à l'occasion de la Mostra de Venise en 1999, le film sort aux États-Unis le 15 octobre 1999 dans 1963 salles et rapporte 11 35 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il reste une semaine en tête du box-office aux États-Unis et rapporte au total 100 853 000 dollars dans le monde entier, dont 37 millions aux États-Unis, ce qui en fait un semi-échec commercial. Il réalise 1 065 000 entrées en France, 242 000 en Belgique, 144 000 en Suisse. Dans le reste de l'Europe, il dépasse 1 million d'entrées au Royaume-Uni et en Allemagne.
Le film fait l'objet de critiques très contrastées. Lors de sa projection à la Mostra de Venise, les débats entre les partisans et les détracteurs sont féroces. Plusieurs critiques comparant à l'Orange Mécanique, son impact et sa réflexion controversée sur la violence. L'agrégateur Rotten Tomatoes fait état de 80 critiques favorables avec un score de 7,4 sur 10, sur la base de 161 critiques collectées. L'agrégateur Metacritic donne un score moyen de 66 sur 100 sur la base de 35 critiques collectées. Parmi les critiques positives, David Rooney de Variety estime que le film est incroyablement en phase avec son époque, car c'est une réflexion parfaite sur le malaise du millénaire. Il loue le scénario stimulant, l'humour et les dialogues incisifs, et les commentaires désabusés sur le consumérisme, la culture d'entreprise et le capitalisme, ainsi qu'une interprétation efficace des trois interprètes principaux. Voilà. Le film est nommé pour l'Oscar du meilleur montage de son. C'est tout ce qu'il y aura à peu près. Quelques nominations. Il y a un jeu vidéo qui est sorti en 2004 sur PS2 et Xbox. Mauvais pour la critique. Il s'écoulera qu'à 290 000 exemplaires. Édition vidéo. Sur le marché vidéo, Fight Club est distribué le 15 novembre 2000 en DVD, en édition simple et en édition spéciale. L'édition simple comprend seulement un commentaire audio, alors que l'édition spéciale comprend en plus un DVD de bonus. En 2001, Entertainment Weekly a classé l'édition WDVD de Fight Club à la première place de la place des listes des 50 DVD à posséder absolument avec un commentaire. Le film peut être beaucoup de choses différentes, mais beaucoup de gens, mais le DVD est tout simplement du pur génie. Les ventes du DVD comptent parmi les plus importantes jamais réalisées par la 20th Century Fox, permettant au studio de réaliser plus de $10 millions de bénéfices, malgré les pertes initiales dues à l'échec du film lors de sa sortie en salle. La version en Blu-ray sortie le 17 novembre 2009 en région A et le 25 novembre 2009 en région B. Elle comporte 4 commentaires audio différents, celui de David Fincher, celui de Fincher, Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter, celui de Chuck Palahniuk et celui de Jim Hughes, et enfin celui de l'équipe technique, ainsi que de nombreux bonus. Elle s'ouvre par un faux menu d'accueil, celui du film Collège Attitude, avant d'afficher le vrai menu. Fincher a obtenu la permission de Drew Barrymore pour inclure ce faux menu d'accueil. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce grand film, en gros. Je vous conseille les vidéos de Exitium Film si vous voulez avoir une analyse encore plus poussée du film. Là, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et bonne ciao. Ciao, ciao.